Mesdames et messieurs, chers amis, c'est, je dois dire, très impressionnant et c'est assez formidable de se trouver ici à Chaillot, devant Chaillot rempli, les 1300 places, sachant que 300 ou 400 personnes encore n'ont pas pu trouver place et vont suivre ces débats justement sur écran, ce qui est le signe, je crois, de l'intérêt, vraiment de la passion que suscite ce grand projet. Et je dois dire que je suis je suis heureuse et très fière, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, précisément, d'avoir, avec tout le monde, finalement, toutes les collectivités, toutes les équipes, accompagné justement ce projet du Grand Paris. Et je crois que ça avait du sens. Le ministère de la Culture est un ministère, je crois, où on peut se retrouver par-delà les clivages, autour de grands enjeux de société. Il est le ministère, bien sûr, de la création, il est le ministère du patrimoine, il est le ministère de l'architecture. Et je crois que ça avait pleinement son sens, en effet, que la rue de Valois soit précisément le lieu, l'organisatrice, d'une certaine façon, de l'ensemble de cette démarche. Ce colloque est une étape très importante de ce que l'on appelle le Grand Paris, évidemment sans S, de l'agglomération parisienne. Et c'est une étape très importante parce que c'est celle de la diffusion des projets conçus par les 10 équipes, elles-mêmes rassemblées autour, on le sait, de très grands noms de l'architecture mondiale, des équipes pluridisciplinaires. C'est le temps de la mise en commun et c'est le temps du débat. Et c'était, depuis le début, au cœur, je crois, de la démarche voulue, comme l'a rappelé François de Mazières, par le président de la République en septembre et lancée en septembre 2007, quand il a inauguré la Cité de l'Architecture et le Patrimoine. C'était justement de provoquer aussi un grand exercice démocratique partagé par l'État, les collectivités territoriales et en fait les citoyens. Et c'est un souhait qui a été réalisé. Et c'est bien dans cet esprit démocratique que le comité de pilotage de la consultation a fonctionné depuis plus de 10 mois. Et je voudrais remercier tous les membres de ce comité, justement la ville, la région, les maires des différentes villes aussi. Il y a eu l'association des maires qui a été très active, le ministère bien sûr de l'Environnement, le secrétariat d'État au Grand Paris. Tout le monde a travaillé main dans la main et d'une façon très fructueuse, très volontariste, et je veux vraiment remercier tous les membres. C'est aussi ce même esprit de dialogue qui a animé la réunion du 16 janvier dernier au 104 rue d'Aubervilliers, et qui a permis justement à 350 maires de la région Île-de-France de participer à l'élaboration de la réflexion sur le Grand Paris. Et puis c'est cet esprit d'ouverture qui nous réunit aujourd'hui pour ce colloque, où on va pouvoir poser des questions importantes aux grands acteurs de la consultation et les entendre au cours de tables rondes sur les priorités de la ville de demain, écologiques, économiques, sociales. On a aussi évidemment les transports, sur les scénarios possibles pour la métropole parisienne et puis tout simplement sur le devenir de la métropole européenne. Le débat, il est là, il est lancé, et évidemment il est passionnant, et je crois que c'était un petit peu inscrit finalement dans les grands choix qui avaient été faits autour de cette démarche novatrice. D'abord, c'était le choix de la liberté. Les équipes, on leur a demandé, toutes les équipes d'architectes, on leur a demandé d'abord de travailler sans a priori, sans contrainte. Et l'idée, c'était de laisser justement, de laisser la ville aux architectes, aux urbanistes, aux penseurs, aux chercheurs, de les laisser complètement s'exprimer et surtout de les laisser nous bousculer, ce qui est finalement le plus important. Et avec le souhait que la force des propositions, que l'audace justement des visions qui nous sont données, fassent bouger les lignes et fassent que nos propres analyses ensuite ne puissent plus être menées comme auparavant et que finalement l'ensemble des acteurs publics, citoyens, soient amenés à intégrer ces grandes réflexions faites en toute liberté. Le deuxième aspect, c'était la pluridisciplinarité et bien sûr la dimension internationale. Tous les grands concours sont évidemment internationaux et c'est
Je crois très important qu'il y ait ainsi des regards croisés de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre ou encore des Pays-Bas. Et puis la pluridisciplinarité était très importante. Les architectes, bien sûr, urbanistes, mais chercheurs dans toutes les disciplines. Et cela était très fécond au point que beaucoup d'architectes participant à cette aventure ont dit qu'il leur paraîtrait difficile désormais de finalement travailler un peu comme auparavant sans avoir cette ouverture sur toutes les matières. Et puis la troisième donnée, c'était d'échapper à un esprit de compétitivité, évidemment, qui règne, c'est tout à fait normal, dans les grands concours, mais d'être plutôt dans le dialogue, dans l'échange, justement, entre les équipes, de façon à ce qu'il puisse y avoir une sorte de fécondation, d'enrichissement mutuel. Et c'était tout le sens, d'ailleurs, des différents séminaires qui se sont réunis et où il y a eu, justement, échange, complète ouverture. Je crois que cette méthode a porté ses fruits. Et les résultats des travaux des 10 équipes sont vraiment impressionnants. Et je veux vraiment leur rendre hommage. Je crois qu'ils ont remporté haut la main ce grand pari. Ils se sont engagés totalement, et en s'épuisant d'ailleurs parfois à la tâche, tellement ils étaient pris justement par le projet, et donnant leur temps et leur talent. Et je crois qu'ils démontrent combien l'architecture est justement en capacité de répondre aux grands défis lancés à nos sociétés, qui est un défi culturel, urbain, environnemental, qui doit prendre en compte l'évolution de nos modes de vie, la diversification et la maîtrise de l'étalement urbain, la qualité des abords des villes, par exemple, notre patrimoine ancien et bien sûr toutes les exigences du développement durable. Il prouve aussi la diversité et la richesse des réponses architecturales, des réponses qui respectent et repoussent les contraintes techniques, qui inventent de nouvelles écritures, qui réinventent le quotidien et l'avenir. Et puis, plus important peut-être encore, ils viennent nous dire que rien n'est acquis, en fait, et que rien n'est figé dans une ville. Souvent, nous, qui ne sommes pas justement architectes, en fait, nous voyons dans la ville un paysage donné. Ici, par exemple, une gare avec ses kilomètres carrés de voies ferrées. Ici encore, un périphérique avec ses entours désertés, qui est une frontière, mais qui est aussi une cassure, une fracture. Et souvent, la ville est déjà écrite. Et on en accepte peut-être trop facilement les barrières, les fossés, les no man's land. Tandis que pour les architectes, justement, et les urbanistes, il n'y a pas de barrières intangibles. La ville peut toujours se réécrire et se repenser. Ils peuvent concevoir différemment l'organisation de nos transports publics et s'abstraire d'un réseau, qui est celui d'aujourd'hui, où, en fait, pour aller d'un point à l'autre de la banlieue, il est souvent plus judicieux de passer par la station de métro Le Châtelet, même si c'est plutôt paradoxal. Leur imaginaire dépasse l'existant, et les réponses aux défis urbains sont sans doute sans cette liberté radicale. Ils donnent raison à Victor Hugo, pour qui les plus grands produits de l'architecture sont moins des œuvres individuelles que des œuvres sociales. Car aujourd'hui, face à l'urgence écologique, mais également face à la crise économique, nous devons construire, en fait, on le voit, un nouvel avenir pour nos villes. François de Mazières l'a dit, la métropole à réinventer, c'est celle de l'après-Kyoto. C'est une question forte, politique, sociale, qui met en jeu l'organisation humaine que nous voulons. Et c'est pour cela qu'elle est profondément, en fait, une question culturelle. Elle vient, par exemple, questionner notre idée du bonheur. Est-ce qu'il passe par un habitat individuel, fragmenté, sur le modèle du pavillon, ou alors est-il plutôt dans le collectif ou l'horizon partagé? Elle nous oblige à repenser les frontières spatiales, qui sont autant de frontières sociales. Ainsi, passer par-dessus un périphérique, c'est peut-être donner une autre chance à la mixité. Et puis, c'est une démarche qui tend à rendre la ville à l'homme, en plaçant sa liberté, son bien-être, son épanouissement au cœur du projet métropolitain. La semaine dernière, au Conseil économique, social et environnemental, c'était pas loin d'ici, les 10 équipes ont passé non pas un grand oral, mais enfin ont vécu un moment de partage et de rendu de leurs propositions. Je crois que je ne me lancerai pas évidemment dans un résumé de tout ce qui a été dit, ce serait, je crois, extrêmement réducteur, et il faudrait en fait un débat pour chaque projet, tellement chaque projet est riche. Mais l'on voit en tout cas qu'il y a des idées très fortes.
qui sont lancés, qui sont désormais publics sur le tapis et qui parfois, qui sont posés, qui parfois d'ailleurs s'opposent, mais qui sont tout à fait fécondes. Par exemple, la question de la densification, comment peut-on et peut-être doit-on, comment peut-on construire une ville sur la ville? C'est une question essentielle. Comment faut-il faire bouger les règles de l'urbanisme, tellement contraignantes effectivement aujourd'hui, qui sont là pour protéger, bien entendu, mais qui souvent étouffent? C'est peut-être aussi le moment d'ouvrir le débat. Comment, au fond, inventer une urbanisation qui ne soit ni une banalisation, ni une densification justement sans âme? Qu'est-ce que c'est que les notions de ville diffuse, ou encore la notion de ville poreuse, comme l'a porté le groupe italien? Comment traduire dans la ville, et par les coulées vertes qui la traversent, qui peuvent la traverser, l'urgence écologique dont nous percevons tous la nécessité, l'importance, les transports bien sûr, par exemple la question des gares, faut-il à tout prix des gares en centre-ville ou au contraire de grandes gares justement extérieures qui fédèrent en effet qui fédèrent autrement les grands espaces urbains européens? Que peut-on faire des espaces ainsi libérés, justement, à l'intérieur des métropoles? Comment repenser la question des lisières, toutes ces lisières qui sont le long des voies ou qui sont le long des cours d'eau, tous ces kilomètres carrés non utilisés aujourd'hui et pourtant extrêmement nombreux? Qu'en faire? Ça fait partie aussi de toutes les questions qui ont été posées. Et d'ailleurs, l'utilisation des fleuves, puisque une équipe a posé la question au fond de la Seine et cette idée de se servir de ce fil d'Ariane justement jusqu'au Havre. Enfin, énormément de problématiques. Certaines évidemment se recoupent. L'urgence écologique est évidemment partagée, mais qui sont extrêmement fortes et dont chacune mériterait évidemment énormément de temps. Mais justement, l'exposition qui va être prévue justement en avril va être l'occasion de découvrir plus précisément, dans le détail et dans toute leur force, ces différents projets. C'est une exposition aussi qui est prévue, qui doit être très libre, puisque chaque équipe va avoir comme ça un espace pour s'exprimer et pour dire le plus justement, le plus précisément possible ce qu'elle porte. Évidemment, il faut que cette exposition circule, et je crois que ça sera important qu'elle soit reprise aussi par d'autres grands établissements publics nationaux, parce qu'il ne faut pas que ce soit évidemment une aventure parisienne, entre guillemets. Il serait aussi très intéressant, et c'est prévu, que la même démarche soit portée par des grandes métropoles régionales. Il y a déjà Bordeaux, il y a Nantes, Marseille, sont dans cet esprit. Je sais que d'ailleurs Bordeaux est représenté aujourd'hui, et ça aussi, ça peut être une démarche très féconde sur l'ensemble du territoire. Et puis, il faut répondre à la curiosité très forte, qui est la curiosité des pays étrangers. On le sait, la presse internationale a relayé les résultats de ces travaux. Ça a été le cas du Guardian, de Repubblica, du Corriere della Sera. On sait que la consultation est suivie vraiment avec passion et par beaucoup de métropoles, et certaines comptent peut-être s'en inspirer. Je pense par exemple à Rio de Janeiro ou à Buenos Aires. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il est temps au fond que les intelligences et les énergies se mobilisent pour penser cette question sans frontières de la métropole qui nous concerne tous. Donc on a bien l'intention on est vraiment au début d'une belle aventure, et évidemment nous souhaitons la continuer avec évidemment la ville de Paris qui s'est impliquée, avec la région, tous les maires, également le secrétariat d'État au Grand Paris, je le redis, et tous les ministères concernés, mais surtout avec toutes les équipes qui chacune, avec leur écriture propre, contribuent à proposer ce très beau livre. Je crois qu'il faut le faire, il faut porter ce projet. Le président de la République l'a redit récemment, il y a quelques jours, d'ailleurs en réunissant justement les équipes sans tabou, je crois, avec beaucoup de volontarisme, en secouant les pesanteurs, en secouant les habitudes. Et tout ce que l'on peut espérer,
c'est que ce qui a été proposé à l'issue de ces travaux soit une sorte de ferment qui fasse lever la pâte. Alors bien sûr, parfois cette pâte est aussi dure et épaisse que le ciment, parce que nous sommes évidemment dans un paysage qui existe déjà, avec des problèmes multiples et variés, par exemple de gouvernance, dont on n'a pas voulu d'ailleurs, de façon très délibérée, qu'il soit posé en premier, mais qu'au contraire, les problèmes de gouvernance puissent aussi finalement subir d'une certaine façon l'influence de toutes les propositions qui auront été faites. C'est le pari, justement, de ce grand pari de l'agglomération parisienne. En tout cas, on est très heureux de vivre et le ministère de la Culture continuera à se mobiliser aux côtés de tous pour qu'il soit fécond et qu'il fasse rêver, mais qu'au-delà du rêve, il donne de vrais résultats et de vrais projets. Merci beaucoup.